de maintenant. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui n'ont jamais assisté à une conférence gesticulée? Oui. Super. Donc, une conférence gesticulée, c'est une personne qui vient sur scène devant vous pour partager des savoirs chauds et des savoirs froids. Les savoirs chauds sont issus de l'expérience et les savoirs froids des recherches théoriques. Et nous rejoint. Il a envie d'en savoir plus sur les savoirs chauds et les savoirs froids. Donc, c'est à la fois un peu une conférence, un peu du théâtre, un peu un one-woman show, et à la fois pas du tout ça. C'est pour ça que ça s'appelle une conférence gesticulée. La conférence gesticulée de ce soir s'intitule « Oui, mais moi, madame, ma fenêtre, elle donne de l'autre côté. Théâtre sans public, tragédie contemporaine. » Et elle dure environ 1h40. Merci Marie. Bonsoir. Bonsoir. Et est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des allergies? Ouais. Alors il y a plein d'allergiques ce soir, super. Alors combien? Deux, madame? Une? Qui dit mieux que deux? Une quinzaine de pollen. Quinzaine de pollen. Ah, ça c'est pas mal, ça j'aime bien. Messieurs? Non, vous êtes hors jeu? 2, 3. 2, 3 petits joueurs, ok. Bon ben, on fait partie de la même catégorie, Marie. Puisque moi j'en ai 18. J'ai 18 allergies. Je me souviens hyper bien quand le diagnostic est tombé, j'étais enfant. Ma mère m'avait emmenée chez un allergologue qui m'a fait rentrer dans une cabine pour des tests respiratoires, un peu bizarre, et qui m'avait fait passer ce test que du coup, les allergiques ici doivent connaître, le test percutané. À ce moment-là, l'allergologue a remonté mes manches et est venu décider, petit tableau comme ça, enfin des cases, sur chacun de mes avant-bras. Et dans chaque case, il est venu légèrement piquer et déposer une goutte de l'allergène suspecté. Le principe de ce test, c'est d'attendre et de voir comment ça réagit. Chez moi, ça a réagi très vite, puisque ce qui s'est passé, c'est que dans chaque case, des plaques rouges sont apparues, elles ont gonflé et elles m'ont gratté de ouf. Et à ce moment-là, il fallait surtout pas que je gratte, parce que ça risquait d'empirer le résultat. Effectivement, l'allergologue mesure l'intensité de la réaction, et donc de l'allergie, à la taille de la plaque dans la case. Bon, ça c'était le diagnostic enfantin. Alors à l'époque, j'avais déjà eu pas mal d'allergies, mais c'est que récemment que j'ai pris conscience de ce qui se passait dans mon corps quand j'ai une allergie. Est-ce que les allergiques ici présentes ont une idée de ce qui se passe dans leur corps dans ces cas-là? C'est une défense. Sur quelque chose de bénin, normalement. Sur quelque chose de bénin, ok. D'autres choses? C'est très simple. Lors d'une allergie, mon système immunitaire identifie un élément extérieur a priori inoffensif comme étant un danger. Et donc face à ce danger, mon système immunitaire veut se défendre et rentre donc dans un combat, dans une lutte. Et c'est lors de cette lutte que sont provoquées les différentes réactions allergiques. Alors je vous ai cité la réaction cutanée, les plaques d'eczéma qui apparaissent. Il y en a d'autres que vous connaissez sans doute, le nez qui coule, les yeux qui pleurent, les difficultés à respirer avec les crises d'asthme. Bon. Alors quand j'ai pris conscience de ça, que en fait toutes mes allergies c'est juste mon corps qui m'avertit d'un danger extérieur, j'ai une question pour vous du coup. Dans le monde dans lequel on vit, ça serait quoi les allergies / dangers que vous identifieriez pour vous?
Tout va bien dans ce monde? Ah bah, je veux bien découvrir votre monde alors. La lacrymo? La lacrymo, ok. Les principes d'humiliation. Principe d'humiliation, ok. Violence policière, Violence tout court. violence tout court. Bon. Ok, d'autres dangers? Pas d'autres dangers? Capitaliste. Oui, facile, facile. Le capitalisme, Les inégalités en général. les inégalités en général, c'est pas mal, c'est une bonne liste. Voici la mienne. Je la connais toujours pas par cœur. Chat, chien, cheval, acarien, moisissure, seigle, avoine, différents types de pollen, différents types d'arbres comme le bouleau, le frêne, le théâtre public, foin, poule, vache, zèbre, hamster, chèvre, âne, mouton et capitalisme. Alors bon, y en a qui savent compter parmi vous? Oui. Ouais, j'en ai annoncé 18 et là j'en ai donné combien? 15. 16. 20. 20. Je viens d'en donner 20. Alors ça existe aussi. En fait, les allergies au cours d'une vie, ça peut disparaître, mais ça peut aussi apparaître. Et en ce qui concerne ma petite ferme des animaux, là, bah, y a donc 2 intrus. Vous avez dû repérer. Le théâtre public et le capitalisme. Voilà, ok. Ah oui, le théâtre public, parce que en dehors d'être une allergique professionnelle dans ma vie, ce que je fais, c'est que je conçois et j'organise les activités d'une association Loi 1901 qui s'est créée il y a quelques années, en 2015, dans un élan sincère et complètement naïf, qui était celui de faire découvrir le théâtre au plus grand nombre. Et aujourd'hui, je suis directrice artistique de cette association, qui est une compagnie de théâtre, dont j'assure et signe les mises en scène. Bref, je suis metteuse en scène. Et depuis quelques temps maintenant, quand je travaille, quand je parle de mon travail, et même plus récemment encore quand j'y pense, eh bien j'ai toutes sortes de réactions. J'ai des difficultés à respirer et ça me donne envie de pleurer. Mais bon, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Surtout quand j'ai commencé. J'avais 15 ans. J'étais dans un lycée avec une option théâtre et à ce moment-là, je faisais mon tout premier spectacle, ma toute première mise en scène. Et avec cette fameuse option théâtre, on avait l'habitude d'aller voir plein de spectacles. Et cette fois, on se rend à Vincennes, à la Cartoucherie, et plus précisément au Théâtre du Soleil. Le Théâtre du Soleil, il est dirigé par Ariane Mouchkine. Alors Ariane, c'est une metteuse en scène qui aujourd'hui a 84 ans. Mais à l'époque, pour l'adolescente que j'étais, c'est une référence, une idole. J'ai lu tous les bouquins, les interviews, les machins, mais j'avais encore jamais vu un de ses spectacles. Et là, on y va, et on va voir Les Éphémères. Les Éphémères, c'est un spectacle qui durait 8 heures et dont le principe était qu'il était en bris frontal, hein, donc c'est-à-dire la scène au centre, puis de chaque côté de la scène, les gradins pour les spectateuristes. Donc moi j'arrive et je vais donc m'installer dans mon gradin et je vois donc la scène et en face la moitié des autres spectateuristes. Et là le spectacle commence. Et je vis ce que j'appelle à l'époque une sorte de vie au carré. Vous savez, ces moments où tout est plus intense. Tout ce qu'on peut ressentir, toutes les émotions qu'on peut ressentir. J'étais à fond avec chaque personnage, j'avais peur, j'étais admirative, etc. Et je sentais que ce que je ressentais là, qui était hyper fort, mes potes du lycée étaient dans la même énergie et puis surtout je les voyais en face. Les autres spectateuristes à être aussi émus et bouleversés que moi. Et d'ailleurs, à la fin des 8 heures, ça n'a pas loupé, standing ovation, tout le monde applaudit, pleure, moi la première. Hein. Mais c'est pas des larmes de tristesse à ce moment-là. C'est des larmes d'admiration, d'excitation, d'enthousiasme, d'inquiétude aussi. Mais enfin bref, c'est des larmes de vie, quoi. Alors mes potes me disent, va voir Ariane. Parce qu'elle est là. Chaque soir, elle déchire chaque ticket de chaque spectatrice à l'entrée. Et puis elle est là aussi à la sortie.
Alors, moi, je veux bien, mais je suis en larmes, je suis pas trop en état de lui parler. Donc, mes potes m'emmènent, elles expliquent à Ariane la situation. On est des lycéennes, on fait du théâtre, moi, je fais de la mise en scène. Bon, Ariane comprend très bien, et alors là, elle me regarde et elle me dit « Si vous voulez vraiment faire ça dans votre vie, alors travaillez. Travaillez toujours plus. Et déformez le théâtre. Déformez-le. » J'opine du chef et je repars avec mes potes et mes larmes et je sors du théâtre et là c'est la nuit noire, magnifique et je sens dans ma chair, dans mon corps, mon sang, c'est bon, ça va aller, je vais y arriver, j'ai la foi. Bon, je l'ai plus du tout la foi, hein. Mais j'ai 2 nouvelles allergies. Donc, le théâtre public et le capitalisme. Alors, quel rapport me direz-vous ? Mais avant de voir le rapport, je vous propose qu'on se mette d'accord sur les définitions de ces termes-là. Le théâtre public. Est-ce que quelqu'un peut me donner des indices ? Qu'est-ce que ce serait le théâtre public pour vous ? Le théâtre subventionné par nos impôts. Ah, un théâtre subventionné par les impôts, ouais. Et avant ça, il n'y a pas autre chose ? La première fois que tu as entendu théâtre public, tu as pensé à quoi ? Théâtre pour tout le monde. Ah, peut-être, ouais. Moi aussi, je crois que j'ai pensé ça. C'est vrai que la première fois qu'on entend cette expression-là, on entend une discipline quoi, artistique, le théâtre, et de l'autre le public. Bon, on se dit que cette discipline est pour le public, très bien. Et dès qu'on creuse, on s'aperçoit que c'est purement et simplement un système économique qui est effectivement répond à des missions de service public. Et comme tu l'as bien dit, c'est une partie du théâtre qui reçoit de l'argent public, qu'on va appeler des subventions, pour que les artistes réalisent entre autres des spectacles qui vont être présentés au public à un tarif en gros préférentiel. Hein. Je caricature, au lieu de payer ta place 50 € dans le théâtre privé, tu vas la payer 10 ou 15 € dans le théâtre public. Donc derrière cette politique tarifaire accessible au plus grand nombre, eh bien c'est là que je suis venue bosser depuis le départ. Parce que souvenez-vous, hein, en association, je veux faire découvrir le théâtre au plus grand nombre. Donc valeurs en commun, super, j'y vais, je fonce. Sauf que aujourd'hui, le théâtre public est pour moi une allergie, un danger. Parce que derrière tous les grands discours qu'il peut tenir, démocratique, de gauche, tout ce qu'on veut, c'est rien d'autre qu'un théâtre d'État réalisé par des bourgeois, dont je fais partie, pour d'autres bourgeois. Je vous dis ça comme ça, peut-être c'est pas une surprise, peut-être ça l'est, mais en tout cas je suis pas la première à le dire. Et j'adore prendre cet exemple du 21 janvier 1967. Ce jour-là, un jeune étudiant à Nancy soutient sa thèse, intitulée « Le théâtre et l'État », dans laquelle il expose doctement l'intérêt pour un État de développer une conception aristocratique de la culture et donc du théâtre, en lieu et place d'une conception démocratique. Et lorsqu'on sait que ce jeune étudiant n'est autre qu'un futur ministre de la Culture qui s'appellera Jack Lang, eh bien ça annonce une couleur qui fait un peu peur. Alors, les bourgeois là, dont je parle, qui font du théâtre pour d'autres bourgeois, vous serez peut-être d'accord avec moi pour dire que la bourgeoisie, petite, grande, peu importe, hein, c'est la digne représentante quand même du système qui nous gouverne toutes et tous, le capitalisme. Vous êtes d'accord avec ça ? Bon, du coup, c'est quoi le capitalisme ? Ah, Théro. Non, toi, ne dis rien. C'est quoi le capitalisme ? C'est un système économique fondé sur quoi ? L'accumulation du capital. L'extorsion de plus. Et celles qui les mettent en œuvre par leur propre travail. Waouh, ça vient d'où ? On peut la chanter si tu veux. Ah d'accord, ok. C'est quoi la ref ? Notre spectacle. D'accord, super, parfait. Moi je dis simplement que c'est un système économique fondé sur un rapport social. Un rapport social, c'est un rapport de domination. Il en existe 3 dans la société. Les rapports de sexe, de classe et de race. Et en l'occurrence, notre cher capitalisme, lui, il va se fonder sur le rapport de classe. Les plus riches
vous l'avez dit, hein, vont exploiter les plus pauvres en leur achetant leur seule richesse, à savoir leur force de travail, pour s'enrichir de manière illimitée. Hein. L'accumulation illimitée de profits, hein, c'est très simple, c'est la religion du capitalisme. Ah oui, parce que c'est pas juste un système économique en fait, le capitalisme. Un truc pareil, ça pourrait jamais tenir, on est d'accord? Les uns exploitent les autres pour s'enrichir de manière illimitée. Il fallait trouver autre chose pour que ce système tienne. Et ben pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne vieille culture avec une religion. Et comme dans toutes les religions, il y a des piliers comme ça un peu fondateurs. Alors, je voudrais vous en soumettre 3. Il y en a plein, hein, mais juste 3 pour commencer. Et je voudrais le faire comme je commence certaines séances de travail avec les adolescents et adolescentes avec qui je bosse. C'est-à-dire que juste pour commencer, je leur donne un mot et ils me font un petit mime, une petite mini improvisation comme ça, mimée. Donc, je vais vous donner le premier pilier du capitalisme de ce soir et vous allez me mimer. Ok ? Ça va ? J'ai besoin de vous hein, parce que ça nous sert après. Hein, donc, redressez-vous sur vos chaises. Voilà. Alors, premier pilier du capitalisme, il ne faut pas trop réfléchir, il faut que ça vienne comme ça. La compétition et la concurrence. Alors, il y a ça, ça peut être en mouvement. Vous pouvez actionner légèrement votre mime. Ça boxe, il y a ça, ok, ça court, ça se pend, ça nanana, ok. Bon, je vais garder la boxe. Ça me va bien la boxe. Ok, donc la compétition. Bon, la compétition, on la voit à toutes les échelles de la vie. J'ai été hallucinée récemment quand j'ai appris que dès la maternelle, les élèves doivent remplir, valider des carnets de compétences. Terme managérial au possible qui arrive dès là, t'as même pas 3 ans, t'es déjà en train d'essayer de remplir des compétences. Et donc, il y en a qui seront compétents, puis pas d'autres. Hein. Donc la compétition, c'est dès le départ. Bon. Ça va, c'est clair pour vous? Bon, deuxième pilier, ah oui, je l'adore celui-là. Le culte de l'individu. Ah, et toi, tu fais toujours la même chose. Voilà, ok, Ouais, je garde ça. Culte de l'individu, ok? Alors, bon, pour illustrer ça, c'est très simple, hein, dans ce milieu professionnel-là ou la culture en général, il n'y a qu'à regarder les systèmes de récompenses qui sont mis en place. Tous les palmarès, là. Il y a qu'à faire un saut à Cannes en ce moment. Hein, on va récompenser le meilleur acteur, la meilleure actrice, mais il n'y en aura pas 2. Hein. Donc là encore, c'est génial parce que ça boucle avec le premier pilier où on est tous en compétition, en concurrence les uns avec les autres. Alors, le culte de l'individu, ce qui est génial avec ce pilier-là, c'est que ça permet autre chose. Si on va cultiver l'individu, au sens de vouer un culte, bah ça signifie qu'on va tuer les collectifs. Bon. Troisième pilier. Ah oui, il est chaud celui-là. La mise à mort du conflit et de la contestation. Wow. Il est chaud celui-là. Hein. Comme ça. Hein, toi tu fais quoi? Tu fais on frappe. Ok, ça. Je peux vous en proposer un? Ça vous va? Oui. J'aime bien. Alors, la mise à mort du conflit et de la contestation, donc c'est le grand principe de tout dépolitiser. On va plus faire de politique pour que l'individu se croie seul, esseulé au monde et impuissant. Comme ça, en face, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors ça, cette mise à mort du conflit et de la contestation, bon, il n'y a qu'à le voir dans ce que tu citais tout à l'heure, hein, les violences policières. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'il y a plein de violences qui sont beaucoup plus insinueuses et que le théâtre public n'est finalement qu'un outil de plus pour perpétuer ces violences-là. Ça va ? Ok. Bon, alors du coup, pour vous parler de ces dangers-là, ces allergies-là, je vous ai préparé ce que je sais faire de mieux, à savoir un petit spectacle. Et plus précisément, une tragédie. Alors, comme bon nombre d'entre vous ici le savent, une tragédie, ça se déroule en 5 actes et ça finit mal.
Mais on le sait dès le départ, donc on y va tranquille. Okay. Alors, cette tragédie, elle va durer environ une petite heure. Et du coup, elle s'intitule « Oui, mais moi, madame, ma fenêtre, elle donne de l'autre côté. Théâtre sans public, tragédie contemporaine. » Et ensuite, on va faire ce que le théâtre public adore faire, un bord plateau. Vous savez ce que c'est qu'un bord plateau? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un bord plateau? Tout le monde sait? Bon, bah, vous savez donc que c'est les moments où l'équipe artistique, et notamment la personne en charge de la mise en scène, adore rapter le temps de parole du public pour continuer à parler sur sa vie, son œuvre. Vous savez ça? Bon, ça dure en général 20-30 minutes, et c'est ce qu'on va faire ce soir. Ok? C'est bon? Bon. Ah oui. Faut que je vous présente, juste avant de commencer, cet objet. Ceci est un épipène. Oui, parce que là, je vais parler pendant 1 heure de 2 allergies, hein, donc à tout moment, je peux avoir des réactions dont je vous ai déjà parlé. Mais je vous ai pas encore parlé de la manifestation la plus sévère de l'allergie. Le choc anaphylactique. Vous connaissez? Non? Bon, c'est assez simple. En fait, le choc anaphylactique va attaquer progressivement tous les systèmes qui permettent à mon corps de fonctionner. Donc, ça peut attaquer ma peau, puis mon système gastro-intestinal, cardiovasculaire ou respiratoire. Ou tous en même temps. Donc, on imagine bien que si j'arrive plus à respirer, c'est compliqué de survivre. Et que si en plus de ça, mon cœur s'arrête, bah là, c'est mort. Je vous ai prévenu, c'est une tragédie. Hein. Donc, pour les grands allergiques comme moi, la médecine a prévu des remèdes immédiats dans l'urgence et qu'ils ont baptisé l'épinéphrine et ils en ont mis des doses dans des stylos, d'où le nom EpiPen. C'est hyper facile d'utilisation, hein. On enclenche sur le côté et on vient me filer la dose dans la cuisse, là, directement dans le muscle. Alors, je vous le dis parce que si moi je suis pas en capacité de l'injecter moi-même, je compte sur l'un ou l'une d'entre vous. Mais vraiment, hein, d'accord? C'est sérieux, hein, c'est une tragédie, je vais peut-être mourir. Hein. Alors, il est là, hein, et puis belle. Bon, à toute bonne tragédie, son petit prologue. D'abord, il faut que je vous dise que toute ressemblance avec des individus que vous pourriez connaître n'est absolument pas fortuite. Bien au contraire. Mais qu'il s'agit ici pour moi de dénoncer un système et non pas les individus qui le composent. Ensuite, faut que je vous dise que dans cette tragédie, en fait, je vais vous parler de mon métier, hein, de ce que c'est qu'aujourd'hui de faire un spectacle dans le théâtre public. Donc je pense qu'il y en a parmi vous qui savent très bien, mais je vais quand même le faire. Et du coup, il faut que ceux qui ne le savent pas aient en tête qu'un spectacle, ça a 2 phases dans sa vie. La première phase, c'est ce qu'on va appeler la phase de production. C'est-à-dire le moment où on va rassembler tous les moyens humains, logistiques et financiers afin que le spectacle s'invente, se répète et soit prêt le jour de la première. Cette phase de production, elle démarre quand moi, en tant que metteuse en scène, j'ai l'envie, le désir, la nécessité, l'intuition de faire un spectacle. Autrement dit, elle commence dans ma tête et elle va se déployer jusqu'à la première représentation du spectacle. Dès ce jour-là, le spectacle bascule dans sa seconde phase de vie, qui est la phase de diffusion. Toutes les dates de tournée et de représentation devant le public. La tragédie que je vais jouer là se situe dans la première phase de vie du spectacle. Et puis maintenant, j'ai besoin que vous imaginiez une très grande pyramide. Dans cette pyramide sont réparties toutes les salles de spectacle du théâtre public. Okay. En bas, la base, on va trouver les théâtres municipaux. Les théâtres qui sont dans des villes, hein, qui travaillent à l'échelle locale. La base de la pyramide. Ensuite, au-dessus, on va trouver ce qu'on appelle les scènes conventionnées. Alors, c'est aussi des théâtres qui sont aussi dans des villes, hein, mais qui, eux, ont signé une convention avec les pouvoirs publics, ce qui déjà oriente leur mission. Ces scènes conventionnées, il y en a 125 aujourd'hui en France.
Au-dessus, on va trouver ce qu'on appelle les scènes nationales. Nous y sommes. Et les scènes nationales, elles vont travailler aussi au niveau local, tout ça, mais soi-disant aussi au niveau donc, national. Et il y en a 77 aujourd'hui en France. Au-dessus de ces scènes nationales, on va trouver les centres dramatiques nationaux, les CDN. Alors, en dehors des infrastructures et des budgets, la grande différence avec les autres théâtres, c'est que ces CDN sont dirigés par des artistes. Et il y en a 38 en France aujourd'hui. Et enfin, tout en haut de la pyramide, on va trouver les théâtres nationaux. Il y en a 5, 4 à Paris, 1 à Strasbourg. Également dirigés par des artistes. Pas beaucoup d'artistes qui vont être patrons là. J'ai oublié de vous dire un truc hyper important. Cette pyramide, elle existe et elle tient parce qu'elle est financée par les villes, les départements, les régions et ce qu'on appelle les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, le ministère de la culture et de la communication en région. Ces 4-là, ce sont nos amis les tutelles. Car oui, la pyramide du théâtre public français est mise sous tutelle. Pour rappel, la tutelle s'adresse à une personne majeure ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de sa vie courante, et ce, du fait de la dégradation et ou altération de ses facultés, ou de son incapacité à exprimer sa volonté. Ok. Ah, mais au pied aussi, la pyramide. Faut que je vous dise que du coup, il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de compagnies de théâtre, de danse, de cirque, de marionnettes et tout ça, qui, elles aussi, vont recevoir de l'argent public de la part des tutelles, des subventions, pour, entre autres, créer des spectacles qu'ils et elles vont aller présenter à des programmateuristes qui, ils et elles, sont en général à la tête des théâtres de la pyramide. Donc on est dans un bon gros système bien fermé sur lui-même qu'on va appeler l'entre-soi. Bah oui, il n'y a pas de fenêtre dans une pyramide, beaucoup de compétition, tout ça, et puis en plus de pas de fenêtre, il n'y a pas beaucoup de portes. L'une des portes s'appelle les Écoles nationales supérieures d'art dramatique. Alors, en mise en scène, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2 à peu près. Une à Lyon, une à Strasbourg. Et en 2013-2014, je me dis, je vais en tenter une, on va voir ce qui se passe, quoi. Et donc, je tente Strasbourg. À cette époque-là, il y avait 5 tours pour les candidates à la mise en scène, à la section mise en scène. Premier tour, on est 180. On doit présenter et interpréter devant un jury des scènes comme les candidates, comédiens, comédiennes. Je réussis. Deuxième tour. Deuxième tour, on est 100. On doit présenter et interpréter des scènes comme les comédiens, comédiennes de la section jeu. Ok, ça passe. Troisième tour, on doit, cette fois, on n'est plus que 60 à peu près, et on doit défendre... Ah non, j'oublie une étape. On doit écrire un dossier de mise en scène à partir d'une œuvre présélectionnée par le jury. Ça passe. J'arrive au 4e tour, on est 40, et là, c'est un grand oral pour défendre le dossier de mise en scène devant le jury. Ça passe. 5e tour, là, on doit retrouver tous les autres candidates des autres sections pendant 4 jours au sein même de l'école pour plein d'ateliers et rencontrer tous les professionnels de l'école. On n'est plus que 4, ils vont en prendre 2 et pas moi. Elle est là, la compétition, dès l'entrée. Alors, je voudrais juste préciser qu'aujourd'hui, même si à l'époque j'ai eu le seum, mais aujourd'hui je suis hyper heureuse de ne pas être rentrée dans cette école. Voilà, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est vraiment, c'est une victoire aujourd'hui. Donc bon, c'était juste pour vous illustrer la concurrence. Tu veux juste commencer à te former, c'est la merde, quoi.
Mais parfois dans les pyramides, il y a 2 portes. Et ben j'ai pris la deuxième, comme bon nombre d'entre nous. On s'est formé sur le tas, hein, le terrain, on appelle ça. Bon, on a appris en faisant, plein d'erreurs. La première chose que j'ai appris, c'est que dès que je veux faire un spectacle, il faut que je fasse un truc essentiel. Acte 1, le dossier de production. Je vous en ai amené un. Bon, il n'est pas en très bon état, mais voilà. Alors, dans ce dossier, tout de suite, je dois avoir un titre, un visuel, savoir à qui ça s'adresse, ce spectacle. Est-ce que c'est des enfants, des adultes, des ados, voilà. Et combien de temps ça va durer. Ensuite, je vais écrire un petit résumé de la pièce. Et surtout, je vais devoir écrire une note d'intention. Alors, la note d'intention, elle est écrite par la personne qui fait la mise en scène. Et elle permet d'exposer les intentions de mise en scène de la personne à la mise en scène, parce qu'il faut bien expliquer pourquoi j'ai choisi de monter cette pièce-là, pas une autre, qu'est-ce que je veux faire, enfin bon, bref. Alors, en l'occurrence, si on prend cet exemple-là du spectacle qui s'intitule Fulguré, j'avais pas de texte à la base, donc j'ai passé une commande à un auteur à partir d'un fait divers. Fait divers très rapide. Le 2 septembre 2017, dans un petit village de l'Est de la France, lors d'un festival de musique, 14 personnes sont frappées par la foudre, simultanément. Et elles survivent toutes. Note d'intention. La foudre frappe. Lorsqu'elle touche un être humain et qu'il meurt, on dit qu'il a été foudroyé. Mais lorsqu'elle le frappe et qu'il survit, on dit qu'il a été fulguré. Une fratrie. Un village perdu. Le frère et les sœurs s'y retrouvent lors d'un événement prétexte. Dans cette histoire, il et elle sont à la fois témoins, victimes, puis bourreaux et juges des coups qui leur ont été portés. Il et elle sont arrivés là, dans ce village perdu, à un point où plus rien n'a de sens et où tout est chaos. Mais comment sortir du chaos ? Comment se relever d'un coup de la foudre ? Comment survivre à ce qui n'était ni prévu ni prévisible ? Fulguré est une histoire ancrée dans la cellule familiale. C'est un spectacle qui met à l'épreuve cet humain dans sa capacité à se débattre et à trouver des réponses face à la peur, à l'incompréhensible et à l'injustice. Bon, ça fait 1 minute 30 que je vous lis ma note d'intention. Vous avez peut-être retenu qu'il y a une histoire de frères-sœurs, de foudre, de village. Mais bon, à part ça, c'est flou, non ? Non ? Mais pour moi aussi, c'est flou à ce moment-là, mais c'est bullshit. C'est fumeux, c'est une intuition, c'est rien. C'est dans ma tête. Et pourtant, il faut que je blablate dessus. Alors j'y vais, je fais l'exercice. Et je vais... Ah bah ouais, tiens, comme j'ai pas de réponse, je vais poser des questions. C'est super ça. On va poser des questions. Alors, soyons clairs. À ce stade-là de la fabrication de ce spectacle, j'ai envie de me pardonner complètement. Parce que mon objectif, c'est de trouver les réponses en cours de route. Seulement, dans le théâtre public, les personnes à la mise en scène adorent poser des questions et laisser le public y répondre. Alors ça, vous le trouvez dans les dossiers de prod, mais vous le trouvez aussi dans les petits programmes de salle qu'on vous distribue quand vous allez voir un spectacle. Il y a une petite bafouille de la personne à la mise en scène. Et moi, ça me pose un problème parce que vous ne trouvez pas que ne faire que poser des questions et laisser l'autre répondre, c'est valider ? Quand tu me dis jamais je ne suis pas d'accord, c'est que tu l'es d'accord avec le système, le sujet que tu traites, j'en sais rien. Donc là, la dépolitisation, le théâtre politique, ça n'existe plus, parce que ça ne serait pas subventionné aujourd'hui. Théâtre qui remettrait en cause le système. Alors, moi j'en fais partie de ces gens qui ont écrit ça, je viens de le noter. Donc ça, c'est déjà un super outil du théâtre public
pour museler les artistes. Vous avez toute liberté de dire quoi que ce soit, mais attention, il va pas falloir remettre en cause l'ordre établi. Les 3 rapports sociaux, hein. N'oubliez pas. Bon, une fois que quand même je fais cet exercice-là, maintenant il faut que j'établisse un budget. Combien ça va coûter cette intuition? Bon, bah pour ça déjà, il faut que je décide du nombre de personnes qui vont être dans le spectacle. Alors, au plateau, on sera 3. Et puis moi aussi, voilà. Il faudra quelqu'un à la lumière, au son, costume, prod. Ok, bon, une fois que j'ai cette liste-là, à chaque poste, j'estime un temps de travail. Et à chaque estimation, je colle un salaire indexé sur la politique salariale de l'association. Tous ces salaires-là additionnés, je vais y ajouter tous les achats prévisionnels, décors, costumes, les frais d'hébergement, de repas, blablabla. Et à ce moment-là, ça me donne un chiffre, ça me donne 80 000 €. Enfin, ça me les donne. Disons que ça me donne un objectif, parce que si je suis metteuse en scène, je suis aussi et surtout et avant tout directrice de production. Et vous vous souvenez, la prod, c'est rassembler tous les moyens humains, logistiques et financiers pour que le spectacle s'invente, se répète et soit prêt le jour de la première. Donc, faut que je trouve 80 000 balles. Et pour ça, j'ai 2 types de financeurs. Mais, et ça, c'est l'acte 2. Alors, avant l'acte 2, en fait, je voudrais juste m'excuser pour toutes les personnes ici qui font de la mise en scène et qui doivent bouillir sur place, de me voir faire tous ces petits pas là, de ne pas rester fixe. Et j'ai fait le choix de ne pas rester fixe, parce que mon corps parle à ma place. Vous savez, je vous parlais des émotions que j'ai ressenties dans le spectacle d'Ariane Mouchkine. Mais en fait, si on reprend l'étymologie de ce terme-là, émotion, ça vient de motion, du mouvement. Une émotion, c'est avant tout un mouvement interne. Sauf que très souvent, il nous échappe, et là, c'est ce qui m'arrive. Mon corps a plein d'émotions à être là devant vous. Et d'ailleurs, alors ça, c'est un autre truc que j'adore faire avec les ados, c'est leur faire prendre conscience qu'à chaque émotion, le corps prend une direction, un mouvement directionnel, différent. Et alors, pour leur faire comprendre ça, déjà, je leur demande les 5 émotions de base. Vous pouvez me les citer? Colère, peur, tristesse, joie, dégoût. Ok, super, vous êtes forts, j'adore. Alors, je leur donne, comme au démarrage, je fais joie et ils doivent me faire la joie, etc. Donc, c'est histoire de se mettre en jambe. Alors, la joie, en l'occurrence, je vous l'ai déjà un peu faite, quoi. Quand je sors de la cartoucherie, je suis là, comme ça, je regarde le ciel, je fais ouais, ça va le faire et tout. Donc, tout mon corps est vers le haut. Sauter de joie, ce qu'on dit, tout ça, voilà. À l'inverse, c'est ça, les ados. Ils n'aiment pas trop faire. La tristesse, elle va vers le sol. On s'effondre. D'ailleurs, vous le savez, quand vous devez apprendre une mauvaise nouvelle à quelqu'un, vous lui demandez de vous asseoir. De s'asseoir lui, plutôt. Et donc, la tristesse, elle va vers le sol parce qu'on n'a plus d'énergie, on n'a plus rien. Et puis, la peur, hop, on va se reculer. Et je vais essayer de ne pas tomber. On va se reculer. Instinctivement, les gamins savent le faire. En fait, c'est ça que j'aime bien leur transmettre. Tout comme quand ils me font la colère qu'ils me font. Hyper mignon. Pas sincère, mais hyper mignon. Néanmoins, ce que moi j'aime bien dans ce qu'ils proposent, c'est qu'ils savent que la colère, en fait, elle te permet d'avancer. D'ailleurs, elle sert à quoi? La colère. Vous savez, toutes les émotions ont une fonction. Et la colère, elle sert à quoi? Vous savez pas? À se défendre. À se défendre. À se défendre, ouais. À faire la révolution. Aussi, on en aurait bien besoin ces temps-ci. Elle sert à mettre un arrêt, un stop, à une situation injuste à laquelle nous assistons. Et donc pour ça peut être une bagarre, ça peut être je sais pas quoi, mais en tout cas, il faut avoir l'adrénaline pour avoir l'énergie d'aller arrêter cette injustice-là. Donc, le dégoût, c'est pareil, on se recule et tout, mais c'est différent de la peur, bref, c'est moins prenant. Et donc moi, là, pendant mon acte 1, je suis plutôt dans la joie.
même si j'ai eu plein de petites émotions, mais je suis plutôt là, waouh, c'est ok, mon intuition, elle est cool et tout, vas-y, ma note d'intention, j'y vais, nanana. Et donc, c'est avec cette joie que j'arrive à l'acte 2, les rendez-vous de production. Alors, je vous ai dit, j'ai 2 types de financeurs à aller rencontrer. Les premiers, ce sont nos différents directrices des théâtres de la pyramide qui, eux, détiennent des moyens de production. Hein. Les tutelles leur ont versé là-dessus. Bon, alors, avant d'aller les voir, j'opère un petit travail de ciblage. Non, elle programme que de la marionnette, laisse tomber, le théâtre, ça va pas l'intéresser. Lui... Ah bah non plus, il programme que Molière, Shakespeare, que des classiques. Ma pièce pas encore écrite, laisse tomber. Ah, elle, pourquoi pas. Elle programme pas mal des spectacles sur les thématiques familiales, mon truc de frère-sœur, peut-être ça peut l'intéresser. Bon, je fais ça à l'échelle régionale, à partir du siège social, géographique de l'association. Et une fois que ça c'est fait, je fais comme tout le monde, hein, je prends des rendez-vous, j'envoie des mails, je passe des coups de fil et parfois je passe beaucoup de coups de fil parce que ça prend du temps, hein, des semaines, des mois et parfois ça n'aboutit jamais. Même pas une réponse négative. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils reçoivent 200 mails par jour à peu près. N'oubliez pas, on est très nombreux. Hein. Bref, parfois ça prend du temps, mais en l'occurrence pour ce spectacle, j'ai décroché 30 rendez-vous de production, donc je m'y rends. Parfois donc à l'autre bout de la région avec mon petit dossier sous le bras, et là j'arrive dans le bureau de la direction, et là je dois vendre du rêve. En fait, dans cette histoire de fulguration, y a plein de trucs qui m'ont frappé, sans mauvais jeu de mots. Déjà que ces fulgurés là, tous autant qu'ils sont ou qu'elles sont, ils vont développer des mots MAUX différents les uns des autres. Alors ça peut être des blessures physiques, mentales, ça peut être des handicaps, mais ça peut aussi développer des compétences. Par exemple, il y avait l'institutrice du village qui expliquait qu'elle, après sa fulguration, pendant 1 mois et demi, elle était en capacité d'organiser son quotidien tout en chantant et en faisant des multiplications de 3 chiffres par 3 chiffres, comme ça, sans réfléchir. Et au bout d'1 mois et demi, elle perd tout, y compris l'usage de la parole et de l'écrit. Et au-delà de ces phénomènes incompréhensibles, il y a un truc qui me fascine, c'est la marque qui est laissée par la foudre. Sur chacun des fulgurés, c'est une marque très précise, on dirait un tatouage, parce qu'elle est en forme de feuille de fougère. Et au bout d'un moment, elle disparaît. Alors, moi je pense qu'en fait, on est tous et toutes des fulgurés, parce qu'on s'est tous pris des coups sur la gueule qui nous ont laissé des marques, des cicatrices, visibles ou invisibles, et que si on est là, c'est qu'on a survécu. Bon, j'essaye de faire ça à peu près, hein, tant mieux. Et parfois, voilà ce qui se passe en face. Direction du corps, hein, méfiance, peur. Prends des notes. Ok, ça va durer combien de temps ? 1h15, ok. Ok, merci, au revoir. Et ce, au bout de 18 minutes de rendez-vous. Et moi, j'ai fait 2 heures de route. Bon. Alors, quand on sait qu'un bon rendez-vous de prod, c'est 1 heure à peu près, quoi. Bon, là, on sait que le gars en question n'a pas eu le courage de me dire que ça ne l'intéressait pas. Mais la plupart du temps, voici ce qui se passe. Je parle, ça commence toujours comme ça. Je parle, et plus je présente le truc, plus il y a quelque chose qui va se détendre, et tout le corps qui va s'avancer, peut-être s'avancer sur le bureau, et puis qui va commencer à me poser des questions, et au final, prendre toute la parole. Et là, je sais que j'ai réussi à attiser la curiosité, et que du coup, cette personne, elle peut s'engager de 3 manières. Ah oui, hein, j'ai 80 000 € à trouver, hein, donc il va falloir me les donner. Donc déjà, elle peut commencer par me donner de l'argent. Ce qu'on va appeler les apports en coproduction. Ensuite, elle peut me dire, bon, oh bah tiens, un théâtre. Super, je te le laisse. Et ça, c'est ce qu'on va appeler un accueil en résidence, hein, un temps de répétition dans un théâtre. Ou alors,
Cette personne est tellement convaincue et tout ça qu'elle va décider de préacheter le spectacle. Le spectacle n'existe pas encore, elle va être achetée à l'avance. Ce qu'on va appeler des préachats. Donc coproduction, accueil en résidence et préachat sont 3 types d'engagements absolument nécessaires pour la suite de notre tragédie. Mais souvent, à ce stade-là, du rendez-vous de production, voilà ce qui se passe. Ah ouais, ça a l'air super. Bah, je viendrai voir. L'acte 3, en l'occurrence. Mais avant l'acte 3, je vous ai dit, il y a 2 types de financeurs. Le deuxième, ce sont nos amis les tutelles, avec qui je fais le même travail de rendez-vous et de vente du rêve, pour leur donner envie de se déplacer à l'acte 3. Bon, là, dans l'acte 3, je vais juste... Désolée, je prends une mini pause. Bon, vous savez ce que c'est, non? Et quoi? Merci à celle qui a déjà vu cette conf. Un antihistaminique. Bon, il y a plein d'allergiques parmi nous. Oui, c'est un médicament. Ça sert à quoi? C'est pour justement enlever les effets que l'allergie nous procure. Enfin, Ouais, ça élimine les réactions allergiques. Mais c'est génial ce machin! Parce qu'en fait, ça empêche, l'antihistaminique c'est vraiment génial, ça empêche mon cerveau, mon système immunitaire, d'avoir conscience qu'il est en présence du danger. Bah oui, parce que s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de combat, pas de défense, pas de lutte, donc pas de réaction. Pas de danger, pas de réaction. Annihilation du combat direct. Super, hein, antihistaminique. Alors, bon, bah du coup, vous devez le savoir, hein, ça peut se prendre à titre préventif. Et en l'occurrence, là, moi, je le prends pour l'acte 3. Acte 3, les présentations d'étapes de travail. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Eh bien, ils veulent voir un extrait de 20 à 30 minutes du spectacle. De préférence en début d'après-midi, pour la digestion. On est bien, on se met bien. Petite étape de travail. Et, ah oui, et si moi j'en ai rencontré 30, ben en moyenne, c'est 4 programmateuristes qui vont se déplacer. Bah pourquoi? Bah, et ils ont 200 mails à répondre. Faut répondre à tous ces mails-là. Ils sont sursollicités, les pauvres, ils peuvent pas être partout au même moment. Bon. Alors. Voilà, donc l'acte 1, je suis dans la joie, c'est cool. L'acte 2, je suis mi-figue mi-raisin, hein. Parfois, je suis hyper triste, parfois, je suis toujours dans la joie. Puis là, l'acte 3, c'est vraiment la colère, parce que les 4 qui vont se déplacer là. Nous, on va devoir jouer notre spectacle, enfin le petit bout hyper fragile, devant 4 programmateuristes dont le positionnement professionnel est celui de l'encéphalogramme plat. Surtout, ne pas montrer d'émotion. Mais c'est eux qui vont juger le travail et décider de la suite de la vie de ce spectacle. Ça peut se comprendre après tout. Donc, c'est pas tant ça le problème. Mais le problème, c'est que pour montrer 30 minutes un extrait de 30 minutes, parfois 30 minutes, c'est la moitié d'un spectacle, on est d'accord, non? Mais encore faut-il avoir eu des moyens de production, d'accueil en résidence. Non? Alors ce cercle vicieux qui se mord la queue là, c'est une chose, mais parfois il y a des contre-exemples. Et je vais d'ailleurs vous en raconter un. On peut dire merci à l'antihistaminique, qui a bien fait son travail. Alors, février 2017. À cette époque, je travaille sur un seul en scène avec une comédienne. Et nous avons l'occasion de montrer une étape de ce travail lors d'un festival, en soirée. Alors, qui dit festival dit public non professionnel, hein, voilà. Et en soirée dit beaucoup de public. Super, ok, on y va. Donc ce jour-là, bah, moi je suis en régie, hein, et puis la comédienne est en coulisses, et puis tout le monde rentre, et là c'est blindé. Super, génial.
Et là, je vois rentrer un monsieur que je connais pas. Mais je sais que c'est le nouveau directeur du théâtre municipal, hyper important pour moi à l'époque. Et donc je sais qu'après, il va falloir que j'y aille. La présentation se passe très bien. Parce qu'en face, il y a du public qui n'est pas bridé, qui a encore des émotions et qui les exprime. Donc ça se passe hyper bien. Et ça se termine et on va tous boire un coup au bar. Et le directeur aussi. Donc j'y vais, je le vois accoudé au bar, qui est en train de discuter avec quelqu'un que je connais. Donc je salue cette personne qui, elle, me présente à ce directeur. Et lui, très vite, il me dit c'est vachement bien ton spectacle, là. Ta comédienne, balèze, hein. Tu vas en faire un truc de 1h30, ah ouais. C'est dommage parce que je suis sûre que tu pourrais en faire un truc à la Philippe Cobert. Philippe Cobert, c'est un acteur qui a longtemps travaillé avec Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil et qui, au bout d'un moment, s'est barré pour faire des spectacles tout seul, mais vraiment tout seul, c'est-à-dire qu'avec une chaise, et pendant 3, 4, 5 heures, comme ça, il joue des épopées très remarquables d'ailleurs. Bon, bref. Donc quand le mec me cite ce nom-là, ce que je fais, je sors de ma poche arrière mon téléphone et je lui montre mon fond d'écran sur lequel n'est autre que Philippe Cobert. Exactement, puisque c'était forcément une référence dans le travail avec les comédiens à cette époque. Et là, je vois en face. Oh, mais c'est génial, ça veut dire que... Attends, ça veut dire que tu veux faire un spectacle de 3, 4, 5 heures ouais. Ah non, mais vas-y, parce que là, je te coproduis, je t'accueille en résidence, je t'achète. Je t'achète. Ah oui, qu'est-ce que j'ai à vendre? Sinon moi. Bon là, je vous la fais très pro, hein, cette petite tragédie. Mais on le sait, il y a un souterrain qui est finalement assis à la surface, qui est convenu et incontournable. Il faut être là, il faut se montrer, il faut se vendre, il faut je prends ce mot avec délicatesse, prostituer. Et c'est pas pour rien que le mouvement MeToo Théâtre est arrivé. Il n'y a qu'à ouvrir ce bouquin pour comprendre de quoi je parle. Et c'est ça qui me met très en colère. Mais oui, vas-y, achète-moi, vas-y, de toute façon je suis avant, vas-y, achète, coproduis tout ça, c'est génial, mais oui, parce que toi, tu vas me servir de locomotive. Vous savez, les locomotives, ils ont des wagons qui suivent, et s'il y en a un qui va, les autres suivent, c'est des moutons, c'est super. Et donc si un certain type de directeur, directrice de théâtre coproduit, préachète, accueille en résidence, les autres vont le faire, comme ça. Et grâce à ça, ça me fait des premiers engagements et je peux arriver à l'acte 4. Acte 4, les dossiers de subvention. Bon, en 2 mots, une subvention, c'est très simple. Tu remplis un dossier de 20 à 45 pages, tu l'envoies à ta tutelle. Et eux, notamment la DRAC, l'envoie à un comité composé d'experts, à 98% issus des théâtres de la pyramide, qui, eux, vont décider de l'attribution ou non du fric que je demande. Mais encore bien dans l'entre-soi, voilà. Donc ça, c'est le principe de la subvention aujourd'hui. Mais là, moi, je voudrais juste vous parler vraiment du dossier en lui-même. C'est-à-dire que, moi, je mets quoi dans ces 45 pages? Bon, déjà, je mets tout le dossier de production. Voilà. Ensuite, il faut toutes les données quantitatives et qualitatives du passé de la compagnie. Ça. Ah oui, bien sûr, toutes les données qualitatives et quantitatives prévisionnelles de la compagnie. Des chiffres et des lettres. Mais pas n'importe quelle lettre.
Je m'en suis bien rappelé récemment parce que j'ai croisé une de mes consoeurs, directrice de compagnie, qui, elle, est autrice et qui vient d'être publiée. Ses spectacles tournent. Elle a ce qu'on appelle le vent en poupe. Alors super, trop bien, quoi. Et je la croise à la sortie de son rendez-vous annuel avec les tutelles. Et elle me dit, bah ça s'est mal passé. Je comprends pas. Et elle ajoute, ils ont retoqué le dossier. Bon, elle est autrice, hein, donc les capacités rédactionnelles, ça va, on est bien. Seulement, dans son dossier, elle a parlé de désir, d'intuition, de rêve. En lieu et place de parler de développement, projet de territoire, lien social. Alors, ça là, y en a un qui a super bien fait le boulot avant moi, donc je vais me permettre de le citer. Donc ça, on va baptiser ça la langue de bois. Cette langue de bois, elle est partout dans nos secteurs professionnels. Et alors, celui qui a fait le boulot avant moi, hein, c'est Franck Lepage, forcément, dans notamment sa conférence qui s'intitule « L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu ». Lui, il a pris le temps d'aller lire un truc que j'ai pas encore pris le temps de lire, qui s'intitule « Le nouvel esprit du capitalisme ». Écrit par Luc Boltanski et Ève Chapelleau. Ces deux-là, ils se sont amusés à faire un truc. Ils ont pris 90 ouvrages de management de l'année 1960, ils ont mis ça dans un logiciel. Puis ils ont fait la même chose avec 90 ouvrages de management de l'année 2000, pour voir quel était le mot à ces deux époques qui ressortait le plus. Alors à votre avis, en 1960, management, quel est le mot qui revient le plus? Ceux qui savent déjà la réponse, ceux qui n'ont pas vu la conférence de Franck Lepage et qui n'ont pas lu Le nouvel esprit du capitalisme. Équipe. Équipe. 1960, le management. Vous diriez quoi? Travail. Travail. Industrie. Industrie. Ouais, pourquoi pas. Délocalisation. Délocalisation. Eh bien, c'est hiérarchie. Bah ouais, quand même. Et dans le capitalisme, il y a un peu de hiérarchie, il faut bien le noter. Mais en l'an 2000, combien de fois le mot hiérarchie apparaît? 0 fois. 0 fois. Alors, ça c'est un truc que les linguistes rappellent. C'est que on ne peut penser une réalité qu'à partir des mots dont on dispose pour la penser. Si on a le mot hiérarchie, on peut penser la hiérarchie. Mais si on nous l'enlève, qu'est-ce qu'on va penser à la place? C'est quoi le mot qui arrive en l'an 2000? Management. Management. Participation. Participation. Collaboration. Pardon? Collaboration. Collaboration, ouais, il est bon celui-là. Développement. Développement. T'imagines, tu penses la hiérarchie avec le mot collaboration? C'est chaud, hein? C'est chaud. Eh bien non, c'est pas ça. Ceux qui connaissent la réponse? Projet. Le projet! Le projet, mesdames, messieurs, et comme dit Franck, si nous ne parvenons pas à combattre ça, nous sommes foutus. Nous sommes foutus parce que ce satané mot, qui est tellement positif, par ailleurs, a tellement colonisé nos façons de penser en 20 ans, c'est un mot récent, que nous ne parvenons plus à penser en dehors de lui. Nous estimons que les jeunes doivent avoir des projets. Nous disons de certains jeunes qui n'ont pas de projet. Nous estimons que les pauvres doivent faire des projets. Les gens le plus en difficulté pour se projeter dans l'avenir, on leur demande des projets. Les seuls à qui on ne demande pas de projet, ce sont les riches. Alors, moi, je suis devenue une machine à produire du projet. Mais vous aussi. C'est quoi tes projets de vacances? Hein, ton projet de vie?
Ah, un petit projet de naissance. Vous vous rendez compte? Jusqu'à l'intimité, ça a colonisé ce truc. Alors, ouais, moi je suis devenue une machine à produire des projets, mais comme vous. Comme vous. Et ce qui s'est passé, c'est que... mais moi, au démarrage, mon premier dossier de subvention, vous vous souvenez du vôtre? Mais j'avais peur! J'avais peur parce que j'avais peur d'oublier la 15e annexe à mettre avec. J'avais peur parce que j'avais de l'espoir que cet argent puisse me permettre de créer des spectacles, faire découvrir le théâtre au plus grand nombre et tout, nanana. Et alors, à ce moment-là, mais moi, un dossier, ça me prend 2 mois à faire. Aujourd'hui, mais j'en fais 4 en 15 jours. J'ai été parfaitement désensibilisée. Alors, pas pour mes allergies d'enfant. Ma mère a demandé quand j'étais petite, parce que quand même 18 allergies, ça craint. Et l'allergologue lui avait dit non, madame, en fait, ça risquerait de mettre la vie de votre fille en danger, donc on va éviter. Mais en revanche, ça a parfaitement bien fonctionné pour la langue de bois. T'as rigolé, donc tu peux me rappeler le phénomène de la désensibilisation? Le cerveau oublie. Le cerveau oublie. Vas-y, continue. De lutter. Oublie de lutter, c'est plus pernicieux que ça. D'autres propositions? Je crois qu'il n'y a pas de danger. Plus encore. De reconnaître pas de danger. Pire encore. Je pense qu'il n'est pas en danger. Exactement, c'est ça. En fait, donc la désensibilisation, hein, c'est très simple, c'est des piqûres quotidiennes pendant 2 à 3 ans d'un petit extrait de l'allergène dont on veut se débarrasser, donc du danger, un extrait du danger, qu'on ingère comme ça. Et le principe, c'est que le système immunitaire, tous les jours, va s'habituer un petit peu plus. Et tous les jours, va un peu plus l'ingérer, le digérer, jusqu'à y adhérer. Merde, j'ai adhéré. J'ai adhéré à cette langue de bois qui est issue du capitalisme. J'ai adhéré. Bon, mais c'est pas grave, parce que grâce à ça, je peux arriver à l'acte 5 quand même. Acte 5, les résidences de création. Bon, alors, vous le savez, un temps de résidence, hein, c'est un temps de répétition dans un théâtre. Et les résidences de création, ça arrive à peu près 2 à 3 semaines, ça dépend de nos moyens, avant la toute première représentation. Et en général, 2 à 3 ans après l'acte 1. Bon. Et à ce moment-là, l'équipe va s'enfermer dans un théâtre de la Pyramide, dans un petit coin, et va bosser de 9h à minuit, voire parfois plus, et va ne faire que ça, ne penser qu'à ça. Bon voilà, donc là c'est la mise en abîme de l'entre-soi. Et l'objectif, c'est d'assembler tous les trucs artistiques. Ah bah oui, merde, c'est vrai, j'ai des comédiens, il faut faire un peu de lumière, tout ça. Pour l'instant, j'ai juste parlé de prod. Bon alors, la lumière, un petit peu de son quand même, machin, tout ça. Et on répète, on améliore. Et là, on n'est plus du tout désensibilisé. Au contraire, on a retrouvé toutes nos émotions et c'est le bordel. On va dans tous les sens, on a peur de tout. En tout cas, moi, à ce moment-là, j'ai peur. J'ai le fameux trac. Bon, mais plus récemment, il y a une autre émotion qui a pris le pas sur la peur. C'est le dégoût. D'ailleurs, je vais rebaptiser l'acte 5. Acte 5, les résidences de création ou la mégalomanie des metteurs en scène. Bon, et je vais le laisser au masculin. Parce que j'ai pas d'exemple au féminin, figurez-vous. D'ailleurs, si vous en avez, je suis preneuse. En attendant, on le laisse au masculin. Alors, la mégalomanie des metteurs en scène. En fait, je l'ai vu assez tôt, mais j'ai pas très bien compris ce qui se passait à ce moment-là. Je l'ai vu tôt parce que j'avais 20 ans, j'étais assistante d'un metteur en scène qui créait un Roméo et Juliette en Belgique. Et il avait fait fabriquer le décor à Poitiers. Alors, il y avait déjà une partie du décor, on avait commencé à répéter tout ça, et puis on attendait la dernière partie du décor qui était, à l'époque, 3 immenses statues
qui pouvait s'ouvrir, qui était sur roulette, comme ça, un truc gigantesque, pour les tombeaux de Roméo, Paris et Juliette. Alors, le jour où ces 3 énormes statues débarquent, on fait des tests. Donc, le metteur en scène est dans la salle, et puis des gens qui bougent les statues au plateau pour faire des tests. Bon. Et là, je le vois, qui dit « Ça dégage ». Je vois le scénographe qui se liquéfie, parce que ces 3 statues, c'est la moitié de mon budget de Fulguré. Et c'était la moitié de son budget à lui en scéno aussi. Ça dégage. Comment ça dégage ? Ça dégage. Le metteur en scène est roi. Pourquoi ? Parce qu'il est bourgeois. Il a tous les droits. Donc, alors ça, j'y ai été confrontée assez tôt, mais je n'ai pas tout de suite compris. Et des exemples comme ça, vous devez en avoir plein. J'en ai aussi plein, mais je voudrais vous en confier un qui m'a été raconté par Franck Lebage. Après des années à n'être plus allé au théâtre, il s'y est rendu avec sa fille, parce que quand même, elle voulait découvrir ça. Et ils sont allés à Chaillot. Donc, énorme ouverture de plateau, un théâtre de dingue, vous savez, celui devant la Tour Eiffel, là. Voilà. Et pour une mise en scène d'un Brecht, auteur politique et tout. Donc, bon, allons voir, se dit Franck. Et là, il me raconte que donc dans ces énormes salles, il y a des rideaux de fer pour des questions de sécurité, donc un grand rideau qui vient scinder la scène de la salle. Et pendant toute la représentation, le rideau de fer de ce spectacle était baissé jusque-là. C'est-à-dire que les comédiens et comédiennes faisaient entrée-sortie en dessous. Et bossaient, en fait, jouaient sur un lait de 1 ou 2 mètres de largeur, de profondeur. Alors Franck me dit à ce moment-là, mais moi j'ai cru une révolution de malade à Chaillot de faire ça, c'est un truc de dingue. C'était sans compter la dernière minute du spectacle. Où là, le rideau de fer se lève et laisse apparaître un immense décor tout en flammes qui s'écroule. Fin du spectacle. Pourquoi ils font ça? Non mais c'est une vraie question, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils peuvent. Parce que c'est des bourgeois. Parce qu'ils peuvent, parce que c'est des bourgeois, parce qu'ils ont une mission dans leur cahier des charges, c'est de continuer à perpétuer leur domination bourgeoise sur les autres. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de faire un truc hyper impressionnant. Waouh, tout l'argent qui craint. Oh putain. Que des conneries comme ça. Il faut impressionner. C'est pas noté dans les dossiers de subvention, dans le cahier des charges. Mais c'est pareil. C'est le souterrain, la surface, la convenue et incontournable. Il faut impressionner. Il faut dominer. Le spectateur, la spectatrice. Bon, alors moi quand j'arrive là dans ma résidence de création avec Fulguré, j'ai pas trouvé les 80 000, mais j'en ai quand même 60 000. Alors c'est pas les moyens de Bidule qui a fait cramer son décor, ou du metteur en scène en Belgique. Déjà parce que eux c'est des hommes et puis moi je suis une femme. Mais surtout quand je vois aujourd'hui en fait cette somme-là, l'air de rien, 60 000 € d'argent public pour un spectacle qui aura joué 3 fois et qui est déjà mort. Moi, aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte d'avoir eu les capacités de rassembler cette production, ces moyens de production, et d'en avoir fait si peu. Donc là, normalement, c'est le moment où je pars en coulisses, ça s'éteint, nanana, c'est la fin de la tragédie, je reviens, vous applaudissez, et là commence le
Plateau. Ouais. Bravo. C'est les points finis parce que bon, vous les connaissez, hein, les bords plateaux, c'est très chiant pour démarrer, toujours ça met 3 plombes. Alors bon, je vous ai préparé une question. Dans la tragédie que je viens de vous jouer, n'y aurait-il pas un grand absent? Le public. Mais oui, Mais oui. le public. Mais alors. Putain, c'est le premier truc que je dois savoir quand je veux créer un spectacle. À qui je vais m'adresser? À quel public? Et dans cette formidable chaîne de production que je viens de vous présenter, hein, parlons bien, hein, les spectacles sont des produits qui vont être consommés, nanana, il y a des chaînes de production, bref. Mais à aucun moment ils interviennent, alors que c'est pour eux, que c'est eux qui vont consommer ça. Bon, évidemment, je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière à, bien sûr, avoir convié du public non professionnel aux différentes présentations des tables de travail de mes spectacles. Bon, déjà pour noyer les encéphalogrammes plats, là, essayer de créer un petit peu de mouvement, d'émotion, quoi. Mais même là, quand le spectateur est assis à côté de la tutelle, jamais il peut lui dire « Vas-y, mais finance, je veux voir la suite, là, c'est trop bien !» Ou alors la spectatrice assise à côté d'une programmatrice « Ah non, mais il faut pas acheter ça, hein. Faut pas produire, hein, ça c'est de la merde. Hein. Mais en revanche, il y a un autre truc là-bas qui... » Les spectatrices ne sont pas souveraines sur ce qu'ils vont consommer. Bon, alors ça c'est dans la phase 1 hein, de la tragédie, mais si on regarde 2 secondes la phase 2. Bon, en fait c'est pareil, hein. Il n'y a pas de public, le public n'est pas là. Et alors ça, il n'y a rien de mieux que les chiffres hein, pour le signifier. Alors, si on prend les 245 scènes labellisées de ma pyramide, labellisées théâtre, c'est 4,2 millions d'entrées par an. Mais si on prend en compte les systèmes d'abonnement, ce chiffre tombe à entre 1 million et 1,2 million d'entrées par an. Soit en pourcentage, 1 à 2% de la population française. Mais alors moi, ce que j'adore avec ce chiffre, c'est de le mettre en face d'un autre qui est arrivé en 2018 et qui dit que plus de 21% des plus de 15 ans en France disent être allés au moins une fois voir un spectacle dans l'année. 2%, 21%. Bah où est-ce qu'ils vont? Ah mais oui, mais il y a des trucs en dehors de la pyramide. Mais bien sûr. En fait, déjà il y a les arts de la rue. Ils ont fait exprès. Hein, le théâtre de rue, tout ça, les festivals, et le cirque, les chapiteaux, enfin il y a des trucs en dehors de ça. Et donc ils y vont. Alors, s'ils vont pas dans ces scènes labellisées, la preuve, c'est que ils font partie de ce qu'on a baptisé dans les années 60 le non-public. Et le théâtre public s'est donné une mission hyper démocratique, machin, trop bien. On veut s'adresser toujours à tout le monde et tout ça, donc on va essayer de rameuter ce non-public pour en faire du public. Bon, sauf que ça marche pas. Je sais que vous côtoyez les scènes nationales et les autres. Vous avez déjà vu, donc, il y a 3 catégories de spectateurs ici. Hein. Alors, les premiers, je les adore parce qu'on les repère bien. C'est les cheveux blancs. Hein, les vieux bourgeois, j'adore. En vrai, j'ai beaucoup d'affection pour eux. Voilà. Et eux, on les remarque très bien parce qu'en général, ils n'aiment pas trop l'autre catégorie qu'on repère aussi très bien, qui sont les scolaires. Voilà. Mais alors, eux, ils n'ont pas vraiment eu le choix d'être là. Ils ont été amenés par la dernière catégorie, les profs. Les vieux, les scolaires, les profs. Voilà le public du théâtre public. Donc, si vous n'y allez pas, c'est que vous ne faites pas partie d'une de ces 3 catégories.
Voilà. Bon, mais toujours étant que le théâtre public, c'est donc donner cette mission, encore aujourd'hui, hein, de faire venir tous ces publics-là. Mais pour moi, je pense qu'en fait, c'est mission impossible. Parce qu'on hérite d'une religion. Ça va ? Je peux continuer à rapter le temps de parole du bord plateau ? Je peux ? Cool, merci. Alors, cette religion, pour vous en parler, il faut que je vous parle des années 50 très rapidement. Dans les années 50, en France, il y a une communauté qui fait du théâtre, mais qui s'organise collectivement. C'est-à-dire qu'un jour, un tel va faire la bouffe, le lendemain il va jouer, le surlendemain il va faire les lumières, et puis ça tourne et c'est collectif et ça s'organise en troupe. Vous avez remarqué ? Je parle pas de troupe, moi. Je parle de compagnie. Alors, une compagnie... Alors, une troupe, c'est 10, 20, 30 personnes. Une compagnie, c'est... 1, 2 personnes, allez, 2,5 personnes. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a tué les collectifs. Mais oui, bien sûr, c'est ça qu'il fallait faire. Parce que, cultive l'individu, comme ça. Donc on tue les collectifs. C'est fini les troupes, là. Parce que ce qui va se passer dans les années 60, c'est l'arrivée des premières subventions. Avec l'arrivée du ministère de la Culture, fait exprès pour André Malraux, qui à la base voulait le ministère de la télévision. Voilà, mais il n'a pas eu. Donc De Gaulle lui a créé la culture. Et alors, dans ces années-là, ce qu'on va se dire, l'État, Malraux, ouais, c'est bien sympa, vous êtes tous doués collectivement, mais pas trop individuellement. Donc, on va se spécialiser, on va professionnaliser. Il ne faudra plus faire qu'un truc, et puis surtout, on va créer, on va créer la figure du metteur en scène. Là aussi, je le laisse au masculin, parce qu'à l'époque, à part Ariane Mouchkine, j'ai pas trop d'exemples. La figure du metteur en scène. Waouh! Alors lui, on va le mettre tout là-haut, pour bien faire, comme ça, pour bien lui vouer un culte, parce qu'on va se dire, c'est l'arrivée du ministère de la Culture qui crée ça. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit culture, on pense à quoi tout de suite? À cette référence chic bourgeoise de l'opéra, du théâtre, de la danse, de la peinture, j'en sais rien. Et c'est à ce moment-là que ça se crée. Et là, on va dire, lui, là, le metteur en scène, ça va être l'artiste créateur, ça va être sacré, ça, il va pas falloir y toucher. C'est la culture. Donc dans la communauté, il y en a d'autres qui vont suivre le metteur en scène pour aller travailler à son service, pas avec lui, on se détend. Merde, ils veulent continuer à faire du théâtre quand même. Sans subvention ? Shit. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais oui, c'est super. Hop. On va les mettre là, dans cette salle de la MJC des quartiers prioritaires de la ville, là. Mais oui, non, vous savez, dans la salle à côté de celle des animateurs. Ça va être super, et puis on va les appeler les amateurs. Waouh, il est trop beau, c'est trop... Il a trop de talent. Donc là, on va scinder en deux la création, la pratique, la production, l'apprentissage, les professionnels, les amateurs. Attendez, si on est un peu radical, alors radical ça veut dire revenir à la racine des choses, et si je reviens à la racine du mot amateur, ça me donne celui qui aime, et l'animateur, ça me donne celui qui anime l'âme, qui donne la vie. Ah mais on s'en fout parce qu'on a des génies, donc on peut bien avoir des merdes, c'est pas grave. Ah ouais, ça c'est top. Comment on va faire pour que ça dure? Alors si on voue un culte, ça serait super des lieux de culte. Et ça c'est ce que appelle de ses voeux André Malraux dans les années 60, et ce qui apparaît
Les cathédrales du XXe siècle. Les maisons de la culture. Dont on hérite et dans laquelle nous nous trouvons. Puisque ces héritières sont les scènes nationales, les 77 scènes nationales. Ne vous jetez pas tous dessus. Où est-ce que ça se trouve? Le volcan. Au Havre, comment on l'appelle? Comment les Havrais? Le pot de yaourt, et ça s'appelle comment en vrai? Le volcan. Le volcan. Première scène nationale de France, plus grosse infrastructure et plus gros budget. Bon, excusez la mauvaise qualité d'impression. Elle n'a pas été subventionnée, cette conférence. Vous trouvez que ça ressemble à une pyramide quand même? Non mais sans déconner, il n'y a pas de fenêtre. Ok? Bien fermé sur lui-même. Et ah si, il y a des portes. Mais attendez, je ne sais pas si vous voyez, mais elles sont là, dissimulées dans le décor, dans l'architecture même. C'est-à-dire que quand toi, non public, tu passes devant, bah tu sais pas par où entrer. Puis tu sais même pas ce que c'est en fait, parce que t'as même pas un putain de panneau qui te dit que c'est un théâtre. Et alors même quand tu sais, franchement tu passes devant un truc pareil, vous le savez, la porte elle se trouve, il faut aller derrière, faut descendre et puis il faut remonter dans le bâtiment. L'architecture même a fait en sorte que nous n'y rentrions pas. Faut pas y entrer, pourquoi? Faut pas que n'importe qui y rentre, faut pas déconner, hein. Y a qui? Il y a l'artiste créateur, faudrait quand même pas trop le déranger. Faut juste venir le voir de temps en temps pour lui vouer un culte. Faut pas que les prolos ils viennent, hein. Ça ferait tâche. Ça c'est pas se tenir un prolo, ça se sait, hein. Première scène nationale héritière d'André Malraux. Bon. Vous l'avez peut-être retenu, c'est assez récent en fait. Pas les scènes nationales, mais deux nouvelles allergies. C'est récent parce que ça date de 2020. En 2020, en janvier, je crée un spectacle dans un centre dramatique national. On fait la tournée, in extremis, puisqu'après on est confiné comme tout le monde, puis déconfiné. Et au sortir de ce confinement, je vais retrouver un copain metteur en scène avec qui, aujourd'hui, je dis que on a eu un instinct de survie. Et à l'époque, cet instinct de survie s'appelle 55. 55, c'est le nombre de jours qu'on a tous et toutes passé confinés. Vous vous souvenez? Eh bien, 55, c'est le nombre de jours de spectacle qu'on va proposer à l'échelle d'un département. Et on va le proposer comme une sorte de grand jeu, dont la règle est la suivante. 5 artistes du spectacle vivant qui ne se connaissent pas vont se rencontrer le matin même et vont avoir une journée pour inventer, répéter et préparer un spectacle pour le soir même et pour une durée maximale de 55 minutes. Et ce, dans des lieux, quelques lieux de la pyramide, mais très peu, mais surtout des lieux non dédiés, qu'on appelle non dédiés au spectacle. Des trucs en intérieur, en extérieur, sur des toits terrasses, devant des châteaux, des machins, des trucs. Bon, bref, partout où là, on peut se poser et regarder ce qui se passe. Et alors, ce truc-là, on va avoir l'idée, comme ça, le 25 mai 2020. Et tout le monde va se ruer dessus. Alors, l'idée, elle est même pas aussi aboutie que ce que je vous dis là. Mais tout le monde se rue dessus. En 2 heures, on a un engagement financier de la ville. En 1 semaine, de la DRAC. Et en 3 mois, on crée un fonds de solidarité où tout le monde abreuve, c'est-à-dire tutelle, programmatrice et spectatrice. Et on a 100 000 euros. Ce qui nous permet de payer l'intégralité des artistes sur tout l'été. Alors, d'ailleurs, je savais pas trop ce que je faisais à l'époque, hein, je vous le dis. Ça a été un instant de survie. Aujourd'hui, quand j'analyse ce qui s'est passé, c'est quand même une petite révolution. Parce que ça n'a jamais eu lieu, et puis surtout, parce que le public nous a accompagnés dès les premiers moments de production. En fait, on a eu l'idée le 25 mai, et la première était prévue pour le 30 juin. Donc on avait 5 semaines pour organiser 8 semaines de festival. Chaud. Donc on avait fait passer un petit article dans la presse en disant « Help! Viens qui veut !» Et là, du jour au lendemain, il y a 60 personnes qui déboulent. Et
et pas mes potes, hein, je tiens à le préciser. 60 personnes que je ne connais pas. La moitié, c'est des spectateuristes. L'autre moitié, des artistes, des techniciens, techniciennes qui veulent participer au truc. Et donc, on fait la production de cet événement-là avec le public dès le départ. Et pour le public. Autre petite révolution, rapidement, on n'a pas fait de rendez-vous de production. On a donné un rendez-vous et ils sont venus. Il y a 12 programmateuristes qui sont venus comme ça. Bon, on en a trouvé 55, hein, mais voilà. Qui sont venus à nous. Bon, bref, j'arrête de parler de 55. Pour une fois, laissons la parole au public. On a fait voyager les gens, en fait. Chaque soir, on était dans un lieu différent et il y a une spectatrice qui nous a suivis sur 42 des 55 soirées. Cher 55, j'ai reçu aujourd'hui une lettre de mon trésor et j'ai eu l'heureuse surprise qu'il me réclame moins que ce que j'avais budgété. Habituellement, lui et moi ne sommes pas vraiment d'accord sur la façon de dépenser nos sous, enfin mes sous, ce qu'il fait sans me demander mon avis. Aussi, y ai-je vu là plus qu'un signe, une opportunité de répartir à ma façon et selon mes valeurs ce surplus immatériel d'impôts que je m'étais déjà résolu psychologiquement à devoir lui céder, mais à l'aveugle et soumise à des choix politiques que je ne valide pas, voire à bord. Là, je peux le faire en pleine conscience et volontairement. Je pense alors aux assauts d'aide aux réfugiés, aux femmes en danger et à la culture. Enfants oubliés de cette République qui promet des aides et ne fait que donner des conseils. Si la période reste incertaine, la culture, elle, reste nécessaire. Personnellement, ces dernières années ont été particulièrement éprouvantes et le spectacle vivant a été mon plus utile antidépresseur. Du beau et de l'intelligent pour combattre la perversité, la malveillance et la médiocrité. Et ces derniers mois, le spectacle vivant, c'était vous. C'était 55. J'ai reçu chaque spectacle comme un cadeau. Alors j'ai aujourd'hui l'occasion non de rendre ce que j'ai reçu, mais de contribuer. Alors, voici mon obole. Vous la méritez, chers alchimistes qui savez transformer l'argent en émotion, sensation, réflexion, soit mieux que l'or, ce qui nous rend vivants. Et oui, ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. PS. Je devais partir quelques semaines dans la famille à Marseille, comme chaque été. Covid oblige, je n'irai pas. La SNCF vient de me rembourser mon billet. Alors le montant vous revient. Puisque cette année, cher 55, vous êtes mon sud, mon soleil, mes rires en famille, les câlins de mes sœurs et de mes neveux. Vous êtes mes couchers de soleil au Spritz sur le vieux port de Marseille. Bref, vous êtes mes vacances. Merci pour tout ça. Alors ça a été une fête, 55. Mais bon, 2020, c'était pas trop la teuf non plus, hein. Vous vous souvenez, quand on arrive à l'automne 2020, là ? À nouveau, les restrictions, le couvre-feu, le confinement, rebelote. Alors à ce moment-là, moi, avec d'autres, j'ai un visio. J'ai un visio avec le président de la métropole qui avait accueilli 55. Et parce que je veux pas rester les bras ballants, je lui propose une sorte de cousin de 55 pour tout le mois de décembre. Je dis, on va faire un spectacle tous les jours du mois de décembre sous les fenêtres des habitants et habitantes. Ils et elles sont confinés, on va aller sous leurs fenêtres. Et on va intituler ça « À vos fenêtres ». Au bout de 40 minutes de visio, le président de cette métropole me dit « Ok, ça coûterait combien ?» Timidement, j'avance un 30 000. Il fait « Ok, allez-y, je vous en donne 50 !» 1000, hein, 50 000.
Bon, bah go, allez, c'est parti. Alors, on met le fait du prince de côté, hein, on nie complètement ça. De toute façon, on a du taf. On taffe, mais on a la pression. On a la pression de la préfecture. Parce que, faire du spectacle dans l'espace public en temps de confinement, bah, je crois que ça s'était encore jamais vu. Donc, on taffe comme des malades, et seulement 24 heures avant la première, on a l'autorisation in extremis à une condition. Garantir la circulation des personnes. Bon là pareil, je nie complètement ce que ça signifie, j'avance, de toute façon il faut faire la première, machin bidule, et ça commence, et c'est super, et là on arrive le 4 décembre 2020. Cette fois, on est dans un coin très reculé de la métropole. On est sur une aire de jeu, au milieu de 4 immeubles HLM. On s'installe et tout, c'est super, et c'est super parce qu'il y a plein de gens aux fenêtres. Plein de familles et tout, ça grouille, c'est hyper joyeux. Le spectacle commence. Et là, je vois des familles qui sortent des immeubles pour s'approcher un peu des artistes. Alors, et là, je vois 2 gendarmes qui vont leur parler. Oui, parce que pour garantir cette circulation des personnes, on avait des bénévoles, des agents de sécurité et sur certaines dates, des gendarmes. Donc les gendarmes vont leur parler et puis repartent. Mais les familles restent. Alors, j'y vais. Oui, bonsoir monsieur, excusez-moi. En fait, c'est un spectacle qui est fait exprès pour voir depuis votre fenêtre. Alors je vous invite à rentrer au show pour y assister. Bah oui, mais moi, madame, ma fenêtre, elle donne de l'autre côté. Ouais. Ah, mais peut-être vous avez un voisin, une voisine chez qui vous pourriez... Mais... Je connais pas mes voisins. De quoi vous me parlez? Vous êtes en train de me dire que je dois rentrer chez moi, là? Je suis sortie avec les plaids, les enfants, les poussettes, un 4 décembre, pour voir un spectacle parce qu'il se passe jamais rien ici, et vous me demandez de remonter chez moi? Ce soir-là, je suis plus artiste de quoi que ce soit. Je suis plus productrice de quoi que ce soit. Ce soir-là, je suis une petite bourgeoise qui fait remonter des prolos chez eux. Ce soir-là, je suis flic. Trois mois plus tard, je reçois un coup de fil. Oui, bonjour madame, c'est envoyé spécial. Je vous appelle de la part du président de la métropole. On souhaiterait faire un reportage sur votre événement du mois de décembre. J'ai refusé. J'ai refusé parce que sinon j'aurais dû dire que le théâtre public, mais on n'en a rien à foutre du public. Que le théâtre public, c'est juste des bourgeois qui maintiennent l'ordre capitaliste, c'est tout. Que derrière des grands discours, le théâtre public, c'est juste un théâtre d'État qui utilise les artistes, qui leur demande d'apprendre et de recracher un certain vocabulaire pour faire un certain type de spectacle, sans jamais affirmer quoi que ce soit. Alors, face à ces constats, il y en a un autre.
il faut récupérer tout ça. La culture, le théâtre, l'argent public, c'est à nous. Il faut le récupérer, on peut le faire. Mais pour ça, il faut que ça commence par quitter la langue de bois. Et alors pour ça, il existe des ateliers de désintoxication à la langue de bois. Et c'est hyper fun à faire. C'est hyper fun à faire parce qu'on prend conscience de l'ampleur des dégâts, évidemment, mais surtout on va faire des petits exercices genre la rédaction d'un ridiculum vitae ou d'une demande de non-projet. Et moi, je vais préparer une note d'intention. Si j'avais dû faire financer cette conférence, qu'est-ce que j'aurais pu écrire? Vous êtes prêts? Un seul en scène, sur un plateau nu, dans une esthétique donc épurée. Cette femme s'appelle Amélie. Elle est metteuse en scène, mais se retrouve aujourd'hui hors du temps et de l'espace. Ici et maintenant, face à elle-même, elle interroge l'existentialisme du théâtre et la raison même de son existence. Elle cherche. Elle se cherche dans un paradigme perdu. Dans cette histoire, elle est à la fois témoin, victime, puis bourreau et juge des coups qui lui ont été portés. Elle est arrivée là, dans ce théâtre, à un point où plus rien n'a de sens et où tout est chaos. Mais comment sortir du chaos? Comment survivre à ce qui n'était ni prévu ni prévisible? L'histoire d'Amélie est ancrée dans sa vie, le spectacle vivant, mise en abîme, qui pose une question politique et salvatrice. Comment l'artiste perd, puis reprend sa place dans le tourbillon du monde de la création, jeu infini et impermanent auquel personne ne peut résister? Bien sûr qu'on peut résister. Et ça commence par quitter cette langue de bois et parler vrai. Dans cette conférence gesticulée, je dénonce ce que j'ai compris, mais que je n'osais pas ou ne pouvais de toute façon pas dire. En l'absence totale de décor, faute de moyens et de pertinence, je démontre en 1h40 que le théâtre public est devenu un outil de domination capitaliste en imposant, entretenant et entérinant la mise en concurrence inhérente au culte de l'individu, qui semble bien à lui seul déterminer l'attribution ou non du fric nécessaire à ce qui devrait être l'expression d'un désir porteur d'un message absolument pas consensuel. Ce soir, j'explique ce que créer un spectacle pour un théâtre de service public nécessite de langue de bois, de séduction et de racolage, implicite, convenu et incontournable. J'explique comment le théâtre public est aujourd'hui le théâtre d'un État qui roule pour les capitalistes, parce que le seul message, en réalité audible, ne doit absolument rien affirmer, et en aucun cas ne doit analyser politiquement, ni remettre en cause le système. Cela signifierait courir le risque d'un changement de système, et donc d'une révolution. Cette conférence gesticulée s'inscrit dans un mouvement, celui de l'éducation populaire, ou éducation politique des adultes, qui est la seule culture qui se risque aujourd'hui à énoncer le conflit qui nous gouverne toutes et tous, le conflit social. Les pauvres doivent rester pauvres et les riches doivent continuer à s'enrichir en exploitant la seule richesse des pauvres, leur force de travail. Il s'agit ici d'un outil d'analyse politique et non d'une arme de séduction massive. Bon, j'aurais pas eu les subventions avec cette note-là. Je vous ai pas menti, c'est une tragédie puisque il y a un mort, à savoir mon illusion politique.
mais je dois vous faire un aveu. Ceci n'est pas un épipène. Ceci est un stylo bille. Et vous avez vu le pouvoir que j'ai sur vous? Je suis sur scène, je vous dis que c'est un épipène, vous me croyez? Vous voyez ce pouvoir-là? C'est incroyable quand même. Ouais, c'est un stylo bille. Et ce stylo bille m'a permis de travailler à cette conférence gesticulée. Il m'a permis de réaliser que certes, le théâtre, finalement, a toujours été récupéré par le pouvoir, a été tué définitivement, le théâtre public, tué par le capitalisme. Mais il m'a permis de comprendre aussi que il existait peut-être des endroits de résistance. Et que ce que je viens de faire devant vous ce soir, c'en est peut-être un. Donc ça s'appelle une conférence gesticulée. Le principe, c'est que tout citoyen, citoyenne peut monter sur scène. N'a absolument pas besoin d'être ni artiste, ni expert pour cela. Pour faire quoi? Pour venir témoigner de son analyse et de ses émotions à partir d'un sujet. Aujourd'hui, en France, il y en a plus de 500 des conférences gesticulées sur plein de thèmes différents, qui ont toutes pour croisement la dénonciation d'un rapport de domination. Alors, dans ce monde-là, où il y a de la domination à droite, à gauche, partout, vous avez peut-être vu que finalement, je m'en sors pas si mal avec mes allergies. Enfin, je suis vivante devant vous, j'ai mes petits médocs et tout, j'ai même un faux épipène. Donc ça va. Sauf que pour les 2 nouvelles allergies qui viennent d'arriver là, je ne vais pas pouvoir y arriver toute seule. Ça va nécessiter une mobilisation collective. Et ça me fait penser à un témoignage d'un gesticulant qui disait que l'analyse sans émotion, c'est un tract inefficace. Que l'émotion sans analyse, c'est du pathos inefficace, ce que fait très bien le théâtre public, mais que les deux ensemble, émotion et analyse, ça pouvait peut-être créer une révolution. Alors, avec mon petit stylo bille, là, je voudrais simplement inviter toutes celles et tous ceux qui ont commencé à identifier l'emprise du capitalisme au sein de leur vie professionnelle ou personnelle, à déjà entrer dans la salle pour ceux qui n'y sont pas, et à se lever pour les autres, pour monter sur scène, et pour qu'on l'écrive ensemble, cette révolution. Merci. On va boire un coup. Allez, merci. Merci.